fait sur Terre de valable sans utopie. Je ne connais pas de grande œuvre des humanistes qui se soit faite sans utopie. Nous avons choisi de prolonger cette réflexion par l'examen christique d'illustration concrète de ces propos. Au-delà d'un simple écho à la session de mars, cette approche nous paraît essentielle pour servir la cause du bien commun, des biens communs et des communs. L'utopie nous apparaît en effet comme une nécessité vitale qui concerne toutes les thématiques que nous abordons à l'UBC, qu'il s'agisse de l'avenir des biens communs publics mondiaux, l'air, l'eau, la forêt, l'océan, les savoirs, ou de la recherche de nouvelles formes de société à travers l'éducation, le travail, les mondes paysans, la relation des humains au monde, notamment la prise en charge des non-humains et les innombrables interdépendances entre biens communs, politique et viabilité de notre planète. Dans tous les cas, nous avons souligné l'importance du développement en commun de propositions alternatives à la dérive du monde d'aujourd'hui, à toutes les échelles. Reste à étayer solidement cette position sur les conclusions d'expérimentation de telles propositions. Pour cela, nous nous sommes penchés sur les derniers développements de la recherche en sciences sociales et humaines, appuyés sur des enquêtes menées avec toute la rigueur scientifique sur les utopies réelles, concept formulé en ce début de siècle par le sociologue américain Emmett Olin Wright. Laurent Jean-Pierre exposera en première partie les conclusions, nécessairement provisoires, d'un séminaire qu'il dirige depuis 5 ans au Centre de recherche et d'études sociologiques et politiques de Paris sur l'expérience des utopies communautaires, puis au Centre européen de sociologie et de sciences politiques et à l'EHESS sur les utopies réelles, modèles et cas, transformation sociale et politique préfigurative. Dans un second volet, Geneviève Pruvot exposera les enseignements du séminaire qu'elle dirige depuis 2018 également sur l'ethnographie des alternatives à l'École des hautes études en sciences sociales, au master de sociologie en études environnementales. Le travail de Geneviève Pruvot, pour qui une autre organisation politique de la vie et des rapports à la nature est possible, est inspiré du féminisme de subsistance et de l'écoféminisme développé depuis les années 70 par Maria Mies, sociologue et écrivaine allemande, décédée l'an dernier. Je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas présenter les résultats d'un travail de 5 ans collectif et personnel. Je vais vous présenter en fait un peu un cadre d'analyse dans lequel j'essaie de travailler, dans lequel qui m'a aussi donné la possibilité de rencontrer Geneviève et donc aussi de lire ses travaux, de dialoguer avec elle. Un cadre de travail dans lequel j'essaie de travailler qui porte sur les utopies réelles, cette expression que Aline
phrase un peu générale que je voudrais vous proposer pour commencer, qui va hors sujet, je crois, et qui fait peut-être écho à ce que Annie a dit à propos des grandissants, qui vient d'un marxiste anglais qui s'appelle Raymond Williams, qui était plutôt un critique littéraire, et qui a la phrase suivante: être vraiment radical, c'est rendre l'espoir possible plutôt que le désespoir convaincant. C'est rendre l'espoir possible plutôt que le désespoir convaincant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que voilà, ce que font les sciences sociales critiques en général, et ce que fait la critique sociale en général, la critique du capitalisme par exemple, la critique de l'État, la critique des rapports de domination divers et variés, de classe, de genre, de race, la critique effectivement de la destruction ou des pathologies du capitalisme qui détruisent une partie du vivant ou de la nature ou des éléments terrestres. Ce que font ces critiques, c'est qu'elles nous donnent beaucoup de raisons de trouver le désespoir convaincant. Et donc, ça, il me semble qu'en réalité, cette opération de pensée, ce geste de pensée, il est parfaitement conduit, parfaitement mené. Et donc, je milite simplement pour que, à côté de celui-ci, un autre geste de pensée soit, disons, aussi légitime, aussi valorisé, qui consiste donc à rendre l'espoir possible. Mais pas à la manière dont, je ne sais pas, on écrirait des nouvelles évangiles, pas à la manière dont on dessinerait des utopies abstraites, justement, mais justement en travaillant empiriquement, c'est-à-dire par observation, ce que Geneviève fait bien mieux que moi à l'heure actuelle, en travaillant empiriquement sur justement des alternatives existantes. Parce que justement, un des points importants autour de cette expression du côté réel, qu'on prend un peu pour acquis, dont tout le monde va à peu près se le dire, c'est-à-dire autre chose qu'une utopie idéale, quelque chose d'un peu concret, etc. Le point important, c'est qu'il y a une différence très nette entre travailler sur les utopies réelles, le cadre des pensées que je vais vous présenter maintenant, et écrire, dessiner, imaginer des utopies abstraites, des plans, disons, de société idéale. C'est de là que vient au fond l'idée même d'utopie, au sens moderne, avec Thomas More, des plans de société idéale, des philosophies politiques ou sociales qui nous proposent des horizons qu'on pourrait atteindre. En fait, il y en a énormément. On dirait même les philosophes en produisent tous les jours. Et donc, le problème, c'est que, évidemment, c'est très utile, parce que ces utopies nous permettent de dénaturaliser, de rendre non nécessaire, non naturel la réalité dans laquelle nous vivons. Si effectivement je dis une société plus égalitaire et plus juste pourrait exister, ou une société du commun pourrait exister, ou une société des communs pourrait exister, en négatif, je dis la société dans laquelle nous vivons n'est pas encore une société plus égalitaire et plus juste, une société des communs. Donc les utopies sont très utiles pour dénaturaliser, disons, le monde dans lequel nous vivons, pour le relativiser. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de clés quand on a des idéaux normatifs, des idéaux moraux, des idéaux politiques forts. On n'a pas beaucoup de clés pour savoir comment on y arrive. Comment on y arrive à cette extension des peuples. Comment on y arrive à cette société post-capitaliste. Moi, j'emploie cette expression, c'était l'expression de loi. Le mot utopie réelle, il est là pour dire simplement qu'on ne peut pas se contenter d'utopie abstraite. Il faut aussi qu'on travaille empiriquement sur, disons, des expérimentations collectives qui tentent de faire exister déjà les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Alors, si vous êtes dans cette université attachée aux valeurs du commun, alors on pourrait travailler collectivement, justement, à enquêter sur des expérimentations, et vous l'avez fait dans les séances antérieures, sur des expérimentations effectives qui tentent justement de faire exister localement, provisoirement, fragilement, disons, le commun, sur les obstacles qu'elle rencontre, sur les difficultés qu'elle croise en interne, en externe. C'est ça que j'appelle l'enquête sur les utopies réelles. Donc, en droit, en principe, cette enquête sur les utopies réelles, elle peut avoir énormément d'objets. Elle a des objets très classiques qui ont déjà été étudiés par les sciences sociales, par les historiens, par exemple, les sociétés coopératives. Par exemple, les utopies communautaires dont a parlé Annie. Par exemple, effectivement, je ne sais pas, certains dispositifs juridiques
affirmation juridique dans les espaces numériques. D'habitude, ces objets sont traités justement comme des horizons, comme des choses qu'on pourrait faire. Les comptes rendus d'expérience, les retours d'expérience, les examens un peu cliniques, en réalité, les difficultés que ces expériences sont nombreuses. C'est un cas dans lequel on essaie d'accueillir des gens, soit qui ont été des témoins de ces expériences, des acteurs, des protagonistes, soit des gens qui les ont étudiés pour justement en rendre compte. Et donc, pouvoir justement aller au-delà d'un discours soit complètement critique, tout ça c'est poussière, c'est rien du tout, ça ne transforme rien, ou au contraire, un discours extrêmement négatif, qui consisterait à dire ces expériences sont fantastiques. Derrière cette réflexion sur donc, ce que peuvent les utopies réelles et ce qu'elles ne peuvent pas, les obstacles qu'elles rencontrent, qui sont donc le motif de l'enquête, il y a aussi une certaine idée du changement social et du changement politique qui me semble très importante pour, comment dirais-je, pour au fond contourner, pour dépasser des conceptions étroites, notamment de la politique, mais aussi du changement. En gros, traditionnellement, dans les grands courants qui ont critiqué le capitalisme et ses pathologies ou ses effets néfastes au XXe siècle, il y avait deux stratégies. Il y avait la stratégie qu'on appelle révolutionnaire, et puis il y avait la stratégie, disons, réformiste, qui consistait à construire des politiques publiques de justice, d'égalité, de croissance des libertés, par la conquête électorale, par exemple, au sein des États. Ce débat historique, disons, des socialismes, entre réforme et révolution, il a occupé toute la place du XXe siècle pour concevoir le changement. Et alors, s'intéresser aux utopies réelles, c'est simplement rappeler, et peut-être réactiver, le fait qu'il y a aussi une autre manière de changer la société. Il n'est ni la réforme, ni la révolution, ni la réforme d'État, ni la transformation des politiques publiques, et peut-être même la transformation du droit. Je sais qu'ici, vous parlez beaucoup de droit, c'est un point évidemment sur lequel je pense qu'il faudrait que nous ayons une discussion. Au fond, que peut le droit pour nous? Est-ce qu'il peut beaucoup? Et est-ce qu'on va tout miser sur le droit? Il me semble que le droit relève précisément de ce répertoire historique de la réforme. En tout cas, et je ne pense pas qu'il faut l'ignorer, mais en tout cas, voilà, ce que rappelle le motif des utopies réelles dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y avait une troisième idée du changement social, et disons-le, du changement socialiste, du changement post-capitaliste, du changement anti-capitaliste, les mots pour moi ici sont équivalents, et précisément que Wright appelle interstitiel, c'est-à-dire qu'il passait par des engagements civiques dans des expérimentations collectives. En fait, le XIXe siècle savait parfaitement ça. Le socialisme naissant du XIXe siècle, c'est un socialisme de justement cette stratégie-là, ce qu'on appelle socialisme utopique parfois en France, ce qu'on a appelé socialisme utopique. Ces stratégies d'expérimentation collective, de petite ou de plus grande échelle, mais qui ont été en quelque sorte écrasées, effacées, ou en tout cas moins développées au XXe siècle et certainement oubliées. Donc effectivement, dans la matrice des formes de transformation qu'avaient imaginées les socialistes, donc voilà, une transformation interstitielle. Une transformation interstitielle qui entretient des liens historiques complexes, et j'insiste ici justement sur cette question de l'histoire, qui entretient des liens historiques complexes avec la réforme et la révolution. Une transformation par expérimentation qui entretient des liens historiques complexes avec la réforme et la révolution. Trois stratégies qui ont participé à l'histoire des socialismes et qui ont effectivement qui se sont parfois annulées les unes les autres, ou qui au contraire ont été parfois, se sont engrainées, ont entretenu les unes les autres. Je pense évidemment en Russie entre 1917 et 1920, effectivement une révolution a rendu possible beaucoup d'expérimentations. J'ai fait exprès de dire jusqu'en 1920. Il y a des réformes de droit où il y a des prises de pouvoir, le parti social-démocrate, le gouvernement social-démocrate, le gouvernement écologiste, ou le gouvernement sans étiquette, qui pourraient permettre à des expérimentations de grands jeux. Donc il faut penser des relations complexes entre les réformes et les expérimentations. En fait, ces expérimentations
pas retenu une attention forte au potentiel pour des raisons que je vais essayer d'expliquer, qui vont avoir la cristallisation des cultures politiques de gauche sur la réforme et la révolution. Et bien, au fond, elles ont beaucoup été étudiées de manière monographique. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé à elles. Alors, vous savez, voilà, l'expérience de l'IP, l'autogestion de l'IP, la coopérative Intel, le familiciel de l'IP. En fait, ce ne sont pas des unités autarciques. Bien sûr, ce sont des projets de petits collectifs qui rencontrent énormément d'obstacles extérieurs, une hostilité publique, une hostilité concurrentielle d'autres entreprises qui vont fabriquer des montres à Besançon dans la presse 68, dans une coopérative, beaucoup d'hostilité. Mais et qui rencontrent des difficultés intérieures, même dans les utopies réelles, il n'y a pas que les rapports égalitaires, il y a des petits chefs, bien sûr, ça a été largement étudié, la domination de genre, la domination masculine disparaît pas du jour au lendemain, ça a été largement étudié. Effectivement, les inégalités de classe, donc des pas égales dans la pratique de l'utopie réelle, et les gens qui viennent des milieux les plus favorisés, ils morflent plus si l'utopie réelle échoue que les gens qui ont des ressources derrière eux. Bon, donc effectivement, en fait, les régularités que les sociologues observent en général, elles ne sont pas externes à ce monde. En fait, les petites expérimentations collectives ne font pas disparaître du jour au lendemain toutes les structures sociales dans lesquelles nous vivons. Donc, effectivement, est-ce que ça doit arrêter? En fait, pas du tout. Au contraire, ça doit nous inciter à la poursuivre. Parce que précisément, on est face à des acteurs, c'est assez rare, qui sont conscients de ça et qui essaient justement de lutter contre ces éléments, disons, de structure qui sont très puissants. Donc, pendant très longtemps, on s'est intéressé de manière, je veux dire, internaliste à ces projets. Mais ces projets, en fait, ils sont tout le temps connectés. Ils peuvent même durer que s'ils sont connectés. Et je pense qu'on peut même avoir une thèse historique, c'est un peu un des résultats que Annie a annoncé. Si on compare les utopies, par exemple, socialistes du 19e siècle aux États-Unis, en Amérique latine, qui sont extrêmement nombreuses, les gens se connaissent, et les utopies néo-rurales ou les utopies, disons, économiques, post-capitalistes existantes déjà aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse qu'il y a probablement une intensité des liens, une mise en réseau qui est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'hier. Ça ne veut pas dire qu'avant il y a un débat, mais on peut observer cette mise en réseau. Si d'ailleurs, il y a des conséquences sur la manière dont on va réfléchir à ces objets, je pense que les penser de manière indépendante, en fait, c'est à la fois utile et c'est un usage. Je pense qu'en réalité, la bonne échelle, on pourra en discuter, la bonne échelle de réflexion, la bonne échelle de travail, la bonne échelle d'enquête, il y a des gens qui savent déjà, c'est ça, évidemment, j'enfonce aussi les portes ouvertes, mais bon, certains les ouvriront encore plus vers fermement dans la discussion. Mais la bonne échelle, c'est probablement le territoire. C'est pas telle ou telle expérimentation. C'est effectivement de voir comment, sur des territoires donnés, des expérimentations collectives de type très divers, qui peuvent avoir avec les questions de féminisme, les questions d'écologie, les questions de production, sont plus ou moins connectées et arrivent à produire, disons, une culture, j'en passe ce mot peut-être pas, voilà, une culture alternative suffisante pour infléchir les continents, pour infléchir les territoires. Donc, si vous voulez, enquêter sur les EPRL, ça veut dire passer l'approche monographique, centrée sur une expérimentation, à des approches territoriales qui nous permettent de voir des effets de masse. Je dis un dernier mot. Oui, si on s'intéresse à cette littérature, si on enquête sur ce type d'expérimentation, oui, la mortalité de ces expérimentations est très élevée. Beaucoup d'expériences, si on regarde les sociétés utopiques, c'est bien documenté, mais c'est documenté aujourd'hui, ça a été documenté sur le comité néo-rural des 70,
l'échelle individuelle, il y a une force transformatrice, que justement les sciences sociales ne savent pas bien mesurer, elles ne savent pas mesurer les effets agrégés. Et puis, je crois qu'il y a une force transformatrice d'une autre nature, là aussi je dis les choses forcément un peu grossièrement, qui est une force transformatrice non anticipée par les protagonistes de cette expérimentation elle-même. Ça, c'est un point là aussi extrêmement classique des sciences sociales. Il y a dès les années 30, dans les sciences sociales américaines, on dit il y a des effets non anticipés de l'action. C'est quelque chose, il y a des conséquences assez fortes. Ça veut dire que, en fait, c'est pas forcément la survie de telle ou telle ferme agroécologique, de telle ou telle coopérative, qui est vraiment le critère qui doit nous permettre de juger de du succès ou de l'échec. En réalité, là, c'est un résultat un peu massif qui a été défendu par des chercheurs qui ont travaillé par exemple sur les communautés néo-rurales des années 70. Effectivement, ça a transformé en profondeur les campagnes, y compris le monde agricole local. En fait, il y a eu un effet disons, de transformation positive des campagnes dans lesquelles il y a eu ce type de communauté. Donc, voilà. En réalité, c'est pas non plus à l'échelle des utopies réelles elles-mêmes qu'on peut voir les effets transformateurs. Mais il faut être attentif, il faut apprendre à être attentif, je pense. C'est bien ça, justement à ces micro-changements, à ces changements incrémentaux, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui prennent du temps et qui sont, à mon avis, ce qu'on doit étudier maintenant si on veut comprendre la force transformatrice des expérimentations qui nous intéressent dans cette salle. Utopie réelle ou alternative, post-capitalisme ou anti-capitalisme, enfin voilà, on n'a pas du tout ergoté sur les termes. C'est vrai que moi j'ai plutôt parlé d'alternative parce que j'ai une formation littéraire et du coup l'utopie pour moi c'était un récit avant toute chose. Et il se trouve que, étant sociologue, je ne rencontrais que des gens qui avaient des actions matériellement perceptibles, décomposables en analyse, et donc à un moment donné, je n'arrivais pas à qualifier les alternatives que je voyais comme utopiques, puisque je les voyais profondément ancrées dans un sol, dans un territoire. Mais j'ai lu ensuite l'ouvrage de Wright qui m'a absolument convaincue. Du coup, la question qui est problématique, c'est pourquoi est-ce que des gens qui existent vraiment, qui mènent des alternatives très ancrées, avec même une viabilité économique qui peut être sur la longue durée, peuvent être qualifiés de rêveurs, enchantés, utopistes, invraisemblables, subventionnés par leurs parents, héritiers, récupérés par le capitalisme forcément. Enfin, donc en fait, je peux faire une longue liste d'un déni d'existence, en tout cas rappelé tout à fait Laurent, alors que les personnes étaient bien réelles et bien vivantes, et que l'enquête démontrait bien autre chose. Donc ces mots réels que je trouve extrêmement importants, et aussi du coup réalistes, c'est-à-dire qu'au rebours d'un stéréotype ou d'une trajectoire type qui voudrait que des gens seraient partis vivre une utopie réelle pour ensuite redevenir sérieux, revenir notamment à la ville et éventuellement être plutôt dans l'état-providence du côté social en récupérant des éléments de leur utopie première, mais donc abandonnant de facto l'expérience d'utopie réelle. Donc plutôt que ce récit-là, moi j'allais enquêter dans des campagnes où les gens étaient restés, n'étaient pas devenus des petits fonctionnaires, ni ne s'étaient assagis, et même continuer sur la très longue durée à perpétuer en fait le principe d'une existence radicalement autre et collective. Donc c'est aussi tout ça, et du coup la question se pose complètement autrement, c'est comment est-ce que des gens vivent véritablement ici et maintenant autrement et se donnent les moyens matériels, humains, de persister dans ce geste-là.
Et donc en fait, c'est une toute autre hypothèse que celle de l'éphémérité, qui est aussi le grand argument. Alors moi je rappelle toujours une entreprise, ça dure 5 ans en moyenne. Je parle d'une entreprise du capitalisme, donc on voit un groupe, un collectif qui dure 6 ans, c'est déjà mieux que la moyenne. Donc en fait, il y a aussi un imaginaire du monde capitaliste qui lui serait solide, réaliste, durerait, se donnerait les moyens d'exister, tandis que les autres ne le seraient pas. Donc déjà, il s'agit de comparer des vraies durées, donc qu'est-ce qui dure, et au nom de quelle durée on compare ces collectifs. Et ensuite, qu'est-ce qui s'appelle durée? Le roi est mort, vive le roi, la communauté est morte, vive la communauté. Donc en fait, là aussi, c'est quand on fait des trajectoires biographiques, on voit bien que les gens vont de groupe en groupe, de famille en famille, de lieu en lieu, et que en fait, l'éphémérité n'est pas un effet de la population elle-même, mais de nous, enquêteurs, enquêtrices, qui ne donnent pas la peine de suivre des gens à la trace. Donc ça, c'est un autre élément qui est aussi de renvoyer à notre regard un peu pas assez rigoureux, en fait, l'analyse de groupes qui sont absolument persistants. Mais il faut donner les moyens, par contre, d'évaluer cette persistance, sous quelles conditions, quel groupe est en capacité de persister. Tous ces éléments-là, je ne savais pas que j'allais les infirmer ou les invalider en faisant du terrain. C'est juste que je vois des gens et eux-mêmes me rappellent tous les qualificatifs qu'on leur affuble et qui font qu'on les invisibilise. Et tout ce qu'ils mettent en œuvre pour, au contraire, révéler qu'ils sont bien dans la place. Voilà. Et donc l'analyse territorialisée dont parle Laurent est très exactement la bonne échelle pour se rendre compte que les gens, c'est pas parce qu'ils sont plus dans ce lieu-là qu'ils ne sont pas déménagés dans le lieu d'à côté. Et donc ça permet vraiment de voir des effets de longue durée d'alternatives, justement. Du coup, c'est des alternatives réelles. Et donc, je me suis livrée, parce que c'était assez pénible d'avoir un effet de miroir en tant que sociologue, c'est-à-dire les populations sur lesquelles j'enquête sont irréalistes, invraisemblables, subventionnées, comme je vous le dis. Donc, je suis moi-même accusée d'être, si je pense qu'elles existent, d'être sous la coupe d'un enchantement. Donc ça aussi, donc comment je fais pour prouver que je ne suis pas enchantée? Et donc là, j'utilise des moyens. J'y suis allée, si je puis dire, à la... je ne sais pas comment expliquer, au scalpel. Voilà, je me suis faite... j'ai décidé donc d'employer des méthodes d'enquête à la loupe extrême, de grossissement et des conditions de possibilité de ces alternatives en utilisant une méthode qui s'appelle l'ethnocomptabilité. Puisque l'enjeu est, puisqu'on nous sont opposés en permanence à ces alternatives, leur absence de viabilité, économique notamment. Donc, il s'agit, en tant que sociologue, de vérifier sur le terrain comment les gens arrivent à joindre les deux bouts et à persister dans leur alternative, et en quelle mesure les passations d'argent, les gains en nature, les réseaux qu'ils utilisent, est-ce qu'ils sont absolument récupérés par le capitalisme? Et moi, je vais poser une question toute simple: récupérés de combien d'euros? Allons au bout, puisqu'on parle de récupération. Il s'agit donc que tous les sociologues ou accusations de ce type se donnent la peine de, empiriquement, aller jusqu'à ce comptage. Et donc, je me suis livrée à ces comptages très serrés de biens en nature, en argent. Et comme c'est extrêmement fastidieux, c'est aussi, là aussi, toute la difficulté de ce genre d'utopie réelle, c'est qu'en fait, elles sont extrêmement ramifiées, elles mettent en place des renclenchements de cycles de subsistance. Ça veut dire qu'en fait, moi, en tant que sociologue, il faut que je me retrouve agronome, avec des compétences artisanales, pour être à même de juger de l'univers sociotechnique que j'étudie, puisqu'en fait, c'est bien plus que être en capacité de relationnel ou avoir des dispositions intellectuelles qui sont plus dans
dans mes compréhensions, ou un capital militant. On est face à vraiment des personnes qui ont des savoir-faire qu'il faut être en mesure d'évaluer. Et donc, c'est vrai que les preuves sont tangibles. Je vois bien que les vaches ne meurent pas, que les toits ne s'écoulent pas. Et donc, je peux en déduire qu'il y a des bons charpentiers, des bons éleveurs, mais il faut quand même aussi rentrer à ce niveau-là de compréhension de ce qui m'est donné à voir, et donc d'en faire des bilans chiffrés en termes de temps passé, d'argent dépensé, de réseau social. Donc il a été nécessaire de coaliser pour arriver à faire qu'il y ait des maisons et qu'on construise des champs sans pesticides, ou des formes de gouvernement qui n'en passent pas par une forme de bureaucratie pyramidale habituelle. Tout ça, ça se renseigne de façon... Enfin, en tout cas, moi, je me suis donnée pour objet scientifique d'éprouver cette fameuse réalité alternative. Donc je me suis livrée à ce qu'on appelle une ethno-comptabilité, c'est-à-dire à la fois faire des comptes, mais pas uniquement des chiffres isolés de la réalité, ce qui est en fait le propre de la comptabilité moderne. Vous savez que la comptabilité capitaliste ne se réfère presque plus à des entités physiques. Alors que là, moi, il fallait que je compte. L'un des résultats, c'est qu'en permanence, chaque fois que je comptais quelque chose, je pouvais voir et toucher quelque chose. Donc je n'avais pas d'entité aussi abstraite que de l'argent qui donne de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est un élément déjà très, très important, mais qui est assez compliqué, parce qu'il faut être en mesure de voir, on ne compte pas des poussins qui bougent tout le temps comme on compte de l'argent sur un ordinateur. On compte pas, donc ça paraît trivial, mais en fait, compter des existences en mouvement et des entités physiques, en fait, c'est extrêmement difficile. Parce que, à commencer par les personnes eux-mêmes, qui ne tiennent pas un inventaire complet en permanence de toutes les existences qu'ils ont, toutes les matières qui sont en transformation sous leur nom. Et donc, la no-comptabilité rapporte des chiffres à des entités physiques et ne sépare pas le chiffrage de l'évaluation. C'est-à-dire, est-ce que c'est cher, pas cher, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est du commun, est-ce que ça peut être politiquement intéressant. Les gens passent leur temps à justifier de ce qu'ils font. Et donc, il y a le principe qu'il n'y a pas de chiffrage dans l'absolu, c'est plutôt des proportions, en fait, qui sont évaluées. Et donc, tous ces résultats, toute cette enquête-là, que j'ai pu mener de façon monographique, pour le coup, tellement je me suis retrouvée avec un fourmillement de choses à compter. Donc je me suis intéressée sur une famille de boulangers paysans qui vivent en yourte avec 2 vaches, 2 chèvres, 4 moutons, 12 ruches, 8 hectares de champs, 2 tracteurs, une machine à coudre, et qui vivent en yourte, donc en habitat léger. Voilà, pour vous donner un tableau bref. Donc vous imaginez le nombre de petites activités. C'est la petite polyculture élevage, en fait, comme ça existe depuis très longtemps dans les sociétés paysannes, mais qui aujourd'hui est complètement décimée, mais réactivée par certains alternatifs néo-paysans, néo-artisans. Et donc l'un des résultats, c'est qu'effectivement, ils sont tous sauf 2, et c'est avant tout un groupe très, très dense d'entraide. Et donc ce que je voulais introduire ici, puisqu'il est question des biens communs, c'est que vraiment le premier obstacle auquel font face ces utopies réelles, c'est la propriété privée. Et donc en fait, ils y font face en devenant des propriétaires privés, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Pourquoi ils deviennent propriétaires privés? Parce que c'est l'assurance qu'ils pourront mettre en place des cycles de subsistance relativement longs sans que cette terre leur soit soustraite. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre en place des cycles de subsistance sur une petite terre si on n'est pas en lien avec d'autres terres. Parce que ce n'est pas possible de tout produire sur un petit territoire. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus d'échelle villageoise ni de tissus denses de paysans et d'artisans suffisamment alternatifs pour que les alternatives qui s'installent puissent reconstituer l'intégralité d'une chaîne qui permettrait une relocalisation de l'économie. Donc ils sont obligés de mélanger
de la relocalisation avec des gens qui ne sont pas trop loin, et puis de l'industrialisation, enfin, du recours à des objets industriels qui sont pour partie conçus à l'autre bout de la planète, parce que tout simplement, il n'y a plus de commun au sens de terre, mais il n'y a plus non plus les gens qui sont en capacité de les rendre productifs. Donc on est face à des biotopes à trous et des compétences professionnelles très segmentées. Donc du coup, il y a quand même déjà un premier travail de couture. Et donc ce que j'ai vu, c'est qu'à défaut de réforme foncière municipale qui mettrait tous les communaux ou de réforme étatique, ça je n'ose même pas l'imaginer tellement c'est hors de l'intelligibilité de nos décideurs. Ces propriétaires donc privés, même quand ils habitent en collectif, ont mis au point un dispositif que moi j'ai appelé la mise à disposition. Et donc en fait, ils mettent à disposition des outils, des forces de travail, du bâti et des terres à des gens qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas accès pour des raisons monétaires, mais aussi parce qu'ils viennent d'arriver, à des petits lopins privés ou des lieux en ville. Et donc il y a du coup une pratique de l'hospitalité, pas juste le coin de canapé, mais on vous prête carrément à fournir un petit travail, un camion, des hectares de terre pour subventionner en quelque sorte entre le propriétaire donc privé, aussi alternatif soit-il, et se substituer en fait à ce que les municipalités en tout cas ne font pas et encore moins l'État. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième rouage qui me semble important de rappeler, que j'ai découvert au fil de cette enquête, c'est que le terme on parle beaucoup d'État, ensuite d'associations, des associations, loi 1901, de groupes militants, de lutte, avec des moments où ces fameuses groupes convergeraient. Et en fait, dans le paysage des transformations politiques, il y a un type de regroupement qui est très rarement mentionné, qui est celui de la maisonnée. Et pourtant, c'est historiquement, en tout cas, ou anthropologiquement, la désignation, en tout cas, la plus conforme à ce qu'on appellerait par exemple une communauté intentionnelle, mais aussi à ce qui est une communauté paysanne du XVIe siècle. Où là, qu'est-ce qu'une maisonnée ? Une maisonnée, c'est important parce qu'en plus le terme est traduisible dans d'autres langues, c'est-à-dire que ce n'est pas une famille. La maisonnée, c'est ce qui fait réunir la maisonnée, c'est donc un lieu qui s'appelle la maison. Et la maison, c'est certainement pas du bâti uniquement, c'est tout un ensemble de biens meubles et immeubles, donc un petit territoire qui est géré par la maisonnée et qui fait maison. Et donc le lien consubstantiel entre les membres d'une maisonnée n'est donc pas la parenté, mais le fait de contribuer à la vie et au renouvellement des membres et du territoire de la maisonnée. Donc en fait, on passe d'une description par lien de parenté, qui a beaucoup obsédé à la fois l'anthropologie, mais aussi la sociologie, à cette fois-ci une approche par lieu, par territoire, puisque la maisonnée est indissoluble d'un lieu, et ce qui donc est l'objectif de la maisonnée, c'est de tenir un lieu, de perpétuer un lieu, et après les gens, ils bougent, ils meurent, déjà, en définition, et évidemment, donc du coup, à partir de là, la question sur les collectifs ou les utopies, c'est pas est-ce qu'elles disparaissent, mais est-ce que le lieu tient ? Est-ce que le lieu tient ? Est-ce qu'il va être bouffé par le périurbain et la spéculation immobilière? Est-ce que les terres qui vont avoir été, les vergers remis en place, vont être dessinés par la génération suivante, etc. Et donc, parce que la maisonnée, c'est un principe de contribution selon ses capacités et ses moyens à la vie de la maisonnée. Donc, il y a forcément une diversité d'âge, une diversité de genre. Tous les femmes n'enfantent pas, tous les hommes ne sont pas mariés, etc. Et surtout, point essentiel, ces maisonnées ne sont pas anthropocentrées. C'est-à-dire qu'on m'a
faut lire tous les contes de fées à cette aune. La vache et l'âne sont éminemment aussi importants que les êtres humains. Donc ils font partie de la maisonnée en tant que membres à part entière. Et c'est très singulier que on s'en moque aujourd'hui. De fait, on n'a plus d'animal, de vaches, d'ânes domestiques dans nos maisonnées. Donc il y a aussi le meunier qui va pleurer son moulin, etc. C'est-à-dire les objets, il y a des objets qui sont transmis dans ces maisonnées, qui font partie des maisonnées et qui ne sont pas cessibles. Ils appartiennent à la maisonnée et pas aux gens. Et donc ce changement de paradigme, ce paradigme-là, c'est plutôt interroge l'exceptionnalité du paradigme familial et de la propriété privée dans l'organisation des sociétés contemporaines, qui est hyper récent, totalement étrange et qui ne correspond pas du tout à quelque chose de bien plus répandu sur le reste de la planète, qui est le fonctionnement maisonnier. Et donc, à partir de là, quand on pense que les utopies réelles réactivent le principe des maisonnées, on peut en arriver à une échelle d'action territorialisée, puisqu'elle n'a pas d'autre raison d'être que de veiller sur un territoire, et donc pour les questions environnementales, évidemment hyper important, puisque c'est la maisonnée qui est à même de veiller sur un petit bout de territoire. Voilà. Donc du coup, pour conclure, on ne peut pas faire de sociologie des utopies réelles sans faire de la sociologie de la famille, et donc pour justement sortir du prisme familial, qui en fait celui, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui même envahit la réflexion qu'on a sur les mouvements sociaux. On pense à famille politique, enfin, c'est toujours comme s'il y avait des gens qui par affinité d'idées. Alors que là, il s'agit vraiment de faire un autre déplacement, c'est affinité des gens d'un lieu pour un lieu, par un lieu avec un lieu. Et donc là, à partir du moment où on remet les lieux dans la médiation, enfin, dans le lien entre êtres humains, déjà on peut sortir de l'argent, comme ce que fait le capitalisme, qui médit la relation entre les gens par l'argent, et qui fait même de l'argent le lien entre... Enfin, les gens deviennent accessoires par rapport à l'argent. Il s'agit donc de repenser à partir des lieux. La discussion, c'est de savoir si effectivement l'accent qui a été fait autour des questions de structure de propriété, notamment avec le débat sur les communs, effectivement suffit à étudier les alternatives, les expérimentations, tout ce qui peut nous permettre de sortir du capitalisme, tout ce qui est déjà en route vers le post-capitalisme. Je crois que l'enjeu de parler d'expérimentation, c'est de ne pas tout miser sur la question de la propriété. De même que, je ne sais pas, les gens il y a des gens qui sont obsédés, par exemple, dans l'étude de ces expérimentations, sur le caractère démocratique. Bon, je ne dis pas que cette obsession est une mauvaise obsession. C'est une excellente obsession, bien entendu. Mais là encore, si on pose que tout ce qui doit avoir notre attention doit être à la fois avec des structures de propriété non privées, avec une démocratie directe permanente, le nombre l'archive ou en tout cas le corpus sur lequel on va pouvoir travailler va être extrêmement restreint. Parce qu'en fait, il y a très très peu d'alternatives qui remplissent tous ces critères. Et donc ça va contribuer à ce contre quoi je me suis opposé au départ, au fond, à rendre le désespoir convaincant. En fait, c'est parce qu'on ne se donne pas les moyens, c'était très bien dit tout à l'heure, de regarder vraiment ce qui se passait. Donc je pense que voilà, le critère, il ne faut pas avoir des critères absolus en fait, vis-à-vis de ces expérimentations, mais simplement savoir qu'il y a des gens qui veulent transformer les structures de propriété. Bah, très bien. Mais en fait, ils ne vont pas y arriver tout de suite. Donc peut-être qu'il va y avoir plein d'étapes, peut-être qu'il va se passer plein de choses. Il y a des gens qui veulent un fonctionnement démocratique parfait, mais au fond, il y a plein de relations de pouvoir qui se maintiennent. Donc voilà, c'est pas grave, on doit étudier à quelles conditions est-ce qu'il peut y avoir un approfondissement de la démocratie ou effectivement une communisation de la propriété. Et donc, ça c'est super intéressant. Et tu prends comme exemple, peut-être, dont on peut s'inspirer, la maisonnée. Je trouve effectivement c'est intéressant, sauf que des exemples de maisonnées qui subsistent encore comme l'un au Pays Basque sont très souvent sur les formes patriarcales.
Donc il faut effectivement substituer à cette forme patriarcale quelque chose qui serait autre chose. Voilà. Parmi les exemples historiques d'utopie réelle massive à l'échelle nationale, il y en a une qui m'intéresse beaucoup, qui a été une des plus étudiées d'ailleurs, qui est l'expérience des kibbutz. En gros, entre le début du XXe siècle et les années 60. Parce que dans les années 60, ça se transforme, ça devient une entreprise plus classique. C'est des expériences socialistes, capitalistes, nombreuses, à l'échelle entière d'un territoire, qui commencent pourquoi on pense de ce qui est devenu l'État d'Israël, c'est une expérience très importante dans l'histoire des sociétés. Bon. Et donc, effectivement, cette piste des kibbutz, je ne sais pas si on peut dire que c'est des maisonnées en sens. Je n'ai pas de point de vue tranché sur la question. Il y a plein de formes de kibbutz. Il y a des kibbutz ruraux, il y a des kibbutz industriels, il y a des kibbutz informatiques, il y a eu plein de transformations des kibbutz, etc. Donc, voilà. Mais en tout cas, la matrice rurale est extrêmement forte. Et donc, je pense quand même que dans les premiers kibbutz, disons, le mot de maisonnée ou la catégorie de maisonnée ne serait pas complètement, disons, musulmane. Et comme on sait, les kibbutz ont essayé de casser, disons, la famille nucléaire bourgeoise. Et donc de casser les institutions familiales héritées. Alors, ce n'est pas la seule cause de leur, de leur extinction. Mais parmi les causes qui ont rendu très difficile, disons, l'extension du projet socialiste des kibbutz, il y en a plein qui sont liés à l'État d'Israël, il y en a plein qui sont liés au tournant capitaliste de l'État et au post-68 israélien. Mais il y a quand même aussi, disons, cette difficulté à véritablement dépasser l'institution familiale. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur justement cette capacité que pourraient avoir les maisonnées qui poussent dans le passé et des maisonnées dans le futur à véritablement, disons, casser l'institution familiale. J'oublie que le terme, quand il est employé pour la première fois, il se réfère à du patriarcat. Et donc, au sens où il y a des maisonnées, patriarcat à la maisonnée, il faut leur ajouter un adjectif. C'est comme il y a des alternatives radicales, rurales, autonomes, il y a des alternatives urbaines, on peut mettre plein d'adjectifs. Et donc, la maisonnée, il ne faut pas. J'ai parlé d'un regroupement anthropologique en général, mais il faut lui ajouter immédiatement un adjectif. Et donc, les maisonnées non patriarcales sont celles qui m'ont intéressée, et quand bien même elles s'affichent comme telles, ce qui est le cas depuis les années 70, on sait très très bien que les relations de pouvoir n'ont pas du tout été délogées dans ces fameuses maisonnées qui reconduisent des formes de domination de genre, notamment, entre autres, mais il y a malgré tout l'affichage d'une forme d'égalité ou d'horizontalité, même s'il faut les mettre à l'épreuve des faits. Et de la durée aussi. Donc ces maisonnées en tout cas, affichent une intention non patriarcale, c'est-à-dire pas de travail forcé, pas de mariage forcé, pas de sexualité forcée, pas de pouvoir dans les mains d'une seule personne, si on peut résumer ainsi le patriarcat. Du coup, les maisonnées, j'ai dit qu'elles n'étaient pas anthropocentrées, et c'est là que ce qui me permet d'étudier des micro-maisonnées, on pourrait appeler ça des maisonnettes, qui sont en fait la forme la plus répandue que j'ai pu voir dans les alternatives. C'est pas du tout des collectifs, c'est pas du tout des communautés intentionnelles, c'est des familles qui ressemblent à des familles nucléaires. C'est souvent un couple qui peut être composé avec plein de copains avec qui ils ont une interaction étroite, mais ça reste en apparence une famille nucléaire. Et là, on a typiquement, par contre, c'est un fonctionnement un peu différent, parce que c'est une famille nucléaire qui va se penser dans un lieu, pour un lieu, en essayant très modestement de relancer des sites de subsistance, le relocaliser. Et donc, en fait, ce qui va faire, pour moi, le caractère déterminant n'est pas le nombre d'adultes, ni le nombre d'enfants mis en commun, parce que c'est ça aussi les kibbutz. Est-ce qu'on élève les enfants en commun? Mais après tout, une école je pense 8 heures par jour pour les gamins, c'est beaucoup d'élevage en commun aussi. Donc en fait, l'élevage en commun, l'éducation en commun, elle est beaucoup pratiquée dans les États. C'est pas une spécificité des maisonnées. Et donc, c'est pas tant le nombre d'adultes qui importe, c'est le nombre d'autres humains, en fait, qui vont être
ce qui m'a permis de prendre de quelle limite et de faire une monographie sur un couple de boulangers paysans, qui est a priori aux antipodes de ce qu'on imagine être une maisonnée. J'ai dit non, il y a un fonctionnement maisonné, et d'ailleurs ils ont vécu en collectif, ils savent très bien ce que c'est, et qu'est-ce qu'ils regardent de ce fonctionnement collectif. Et ce que moi j'essaie de montrer, c'est que ce qui importe, c'est le nombre de personnes et d'entités dans une maisonnée en capacité d'avoir une veille sur ce qui se passe sur un territoire. Une vache, elle a une veille sur un territoire aussi, hein. Les chiens font des veilles, etc. Et donc le problème, c'est plutôt combien d'hectares en fait sur lesquels on peut veiller de façon raisonnable sans se tuer la tâche, aussi bien pour un âne que pour un chien, des poules et des êtres humains. Et moi, c'est plutôt ce genre de questions que je me suis posée. C'est trouver la bonne proportion entre un territoire de veille et son nombre d'humains et autres humains en capacité de veiller. Un troupeau, s'il est trop grand, le chien berger n'y arrivera pas. Enfin, voilà, c'est juste pour... du coup, c'est ça qu'on analyse. Et donc, l'enjeu n'est pas de sortir de la famille nucléaire d'affection, mais de repeupler ces fameuses familles nucléaires d'une variété d'existence et de soins qui ne sont pas juste le soin entre êtres humains. Et ça, je pense que déjà, ça scelle une énorme différence avec la famille nucléaire. Ce que vous dites rejoint tout à fait les réflexions que nous faisons à l'Université du bien commun sur la prise en compte des mondes humains dans les milieux de vie, etc. Donc c'est très encourageant pour nous d'entendre cette posture confirmée par l'observation minutieuse à la loupe, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous auriez des exemples aujourd'hui inspirants dans la modernité? On a parlé du coup de ces maisonnettes. Est-ce que plus largement dans les utopies réelles contemporaines, il y a des choses que vous pourriez nous partager pour faire du coup vivre l'espoir plutôt que quel était le propos de rendre le désespoir valable? En fait, l'enjeu c'est d'avoir des critères. Effectivement, travailler sur les utopies réelles, ça veut dire avoir un critère normatif. On peut pas, il y a des utopies réelles, on peut les appeler dystopies, mais il y a des utopies réelles fascistes. Voilà. L'anglais ne m'intéresse pas, mais elles existent. Il y a aussi des expérimentations fascistes. Donc, si vous voulez, le point, c'est d'avoir un critère normatif assez fort sur ce que vous voulez découper dans des expériences minoritaires, si vous voulez, qui vous intéressent. Donc, vous en avez un, vous avez le code. Voilà. C'est un critère possible. Mais voilà, j'ai dit que moi j'avais envie de choisir un critère peut-être moins sévère, parce que je pense qu'il faut commencer par des expérimentations qui en fait sont en route vers le commun. Sinon on va simplement observer que le commun est minoritaire, donc que le commun ne gagne pas assez de terrain, ou que le commun gagne trop lentement du terrain. Je ne peux pas en faire, disons, un constat empirique nourri, puisque en principe c'est vous qui l'avez fait. Donc, si vous voulez, voilà, donc moi je m'intéresse dans le séminaire dont je m'occupe, voilà, il y a plein d'expériences. On a repris ce dossier, j'ai parlé des coopératives en passant au départ. C'est pas un dossier neuf, c'est un dossier qui court depuis un siècle et demi. Mais qu'est-ce que veut dire aujourd'hui voir à quelles conditions est-ce que les coopératives peuvent croître, est-ce que le mouvement coopératif croît, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cru? Je pense que c'est un très bon terrain. Moi je m'intéresse beaucoup au terrain historique de moyenne durée, je dirais. C'est-à-dire, j'ai parlé des kibbutz tout à l'heure, parce qu'il y a une amplitude historique de l'expérience assez grande. Les coopératives, c'est un mouvement qui a effectivement plusieurs décennies de vie. Les communautés néo-rurales, on en a parlé, il y a eu des vagues historiques successives et régulières. Donc si vous voulez, c'est intéressant parce que du coup, la question des conditions de possibilité ou des conditions favorables à l'avancement de ce genre d'expérimentation peut être mieux vue. Voilà. Mais, par exemple, pour moi, c'est une énigme. Le coopérativisme, on peut dire le fait que le coopérativisme plafonne, que c'est extrêmement les coopératives de consommation comme les coopératives de production, car ça représente extrêmement peu, disons, de la production
plafonne historiquement, alors qu'il y a eu un âge d'or, donc coopérativiste dans l'entre-deux-guerres, par exemple, etc. Il y a eu le Cher du Collège de France, où il s'est étudié le coopérativisme. Si on défend les communs, ou si on défend les alternatives post-capitalistes, il faut quand même se poser la question de pourquoi ça plafonne. Alors on le sait, il y a des causes endogènes du fait que ça plafonne, et puis il y a des causes exogènes. Les causes exogènes sont beaucoup plus puissantes. On s'est trop attaché, je crois, aux causes endogènes, c'est-à-dire aux petits chefs sur lesquels je parlais tout à l'heure. Il y a un ensemble de gens, si vous regardez, par exemple, les gens qui ont travaillé sur les socialistes utopiques dont je parlais tout à l'heure, ou ces utopies californiennes des années 70, qui étaient plus ou moins, disons, post-capitalistes, ils ont beaucoup insisté sur la dynamique des petits groupes, sur le fait que dans les petits groupes, ça se terminait mal. Et il y a toute une littérature comme ça, disons, en fait, négative, quoi, qui a beaucoup insisté sur le fait qu'on n'arrive pas à s'affranchir de la relation de pouvoir. On est parlé trop brièvement, trop rapidement tout à l'heure. Voilà, moi je pense que les vrais ennemis de ces utopies sont plutôt des ennemis externes. C'est ça qu'il faut quand même apprendre à mieux comprendre. C'est effectivement, c'est les pouvoirs publics parfois, pas toujours, c'est d'autres entreprises qui n'ont pas envie que se développent des alternatives, c'est le droit qui n'est pas toujours un allié. Voilà. Et donc, donc en fait, je ne réponds pas à votre question parce que l'archive est immense. L'archive dans tous les domaines, vous allez trouver, on a parlé d'agriculture et de fromage, vous prenez à côté du fromage, vous prenez les vaches, vous allez trouver des utopies réelles, vous prenez dans tous les domaines, il y a en fait des alternatives minoritaires qui essayent de défendre plus de liberté, plus d'égalité, qui ne veulent pas rentrer dans le système marchand de la même manière. Il y en a partout. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est plutôt comment est-ce qu'on produit un savoir accumulé de cette, en fait, énorme archive. Alors, il y a une économiste Ojibwe, en fait, aux États-Unis, qui s'appelle Winona LaDuke, et qui disait que les communautés intersectionnelles les plus vieilles du monde sont ces fameuses tribus survivantes à la colonisation. Et donc, mais qu'en revanche, il était hors de question que ces fameuses tribus survivantes et parquées au monde des réserves accueillent tous les alternatives du monde, à commencer par les communautés zapatistes, pour qu'ils puissent s'initier à la vie en coopération, peut-être pas en coopérative, qui, elle, a des millénaires d'existence. Et donc, oui, on a défait des liens de coopération intenses en démantelant déjà les maisonniers, mais aussi tous les principes d'autogouvernement villageois et urbains, donc c'est un sable de longue durée, mais pour autant, il y a quand même des groupes qui eux, maintiennent cette capacité. Par contre, il n'est pas possible de les observer au risque de les saccager. Et donc, j'adopte en fait ce principe de protection pour mes propres alternatives étudiées, parce qu'en fait, elles sont comme certaines pâtures, elles sont surpâturées. Et il n'y a pas pire qu'un afflux quasi touristique et de gens qui du coup mettent en obligation quasi de vitrine ou de recréation de lieux privés, alors que c'est parfois des chantiers participatifs permanents et hyper ouverts, pour éviter l'invasion. Et par exemple, à toutes moi qui travaille sur l'écoféminisme, je vous dis tout de suite, il n'y a quasiment pas de groupe écoféministe organisé en France. Et si vous tombez sur l'un d'entre eux, dites-vous qu'il y a déjà une thèse qui a été faite, qui est d'ailleurs une de mes doctorantes, 10 masters, et qui juste, c'est pas, ne détruisez pas enfin voilà, il faut vraiment veiller à la vulnérabilité des groupes. Et donc, moi j'analyse de façon drastique tous les groupes étudiés, mais aussi parce que justement, dans une perspective féministe qui considère que le travail domestique est en soi une utopie, en fait, il se passe énormément de choses à l'échelle domestique qui fait qu'on ne remplit pas un contrat chaque fois qu'on demande quelque chose à quelqu'un. Dans un truc de type, il n'y a pas juste des baffes qui s'échangent, il y a aussi des biens qui s'échangent. Et là, c'est un truc totalement invisible, mais qui s'expérimente malgré tout tous les jours et qui rend même possible la croyance
possible en une démocratie, c'est qu'on a bien dans un territoire proche des possibilités d'échange qui ne sont pas complètement gangrénées par le patriarcat. Et c'est ce qui a rendu l'expérience féministe possible et que moi j'ai très fortement. Et là, évidemment, il n'y aura jamais de Collège de France, enfin évidemment d'étiquetage, ouais, super vie domestique égalitaire possible, parce que de fait, il en existe aussi. Et donc, moi, ce que je voulais rappeler, c'est des expérimentations extrêmement modestes à toutes les échelles, qui sont des éléments notamment de subsistance qui subsistent, d'autogouvernement qui résiste, aux échelles les plus microscopiques qui soient. Ça peut être l'organisation de l'université du bien commun, dont vous avez rappelé que c'était plus que collégial. Et en fait, c'est tellement partout que moi, j'arrive même plus à entendre le mot d'interstice. C'est plutôt le capitalisme qui est un interstice dans un océan de coopération qu'il s'agit évidemment, enfin là c'est moi l'observation, c'est-à-dire que c'est une question de prisme, mais pas que ça, c'est que, comme dit un graveur que j'aime beaucoup, chaque fois qu'on demande à quelqu'un de faire la molette, on ne lui fait pas signer un contrat. Et il me semble que c'est la base même des existences que nous connaissons, de ne pas être dans ce rapport repart-là, mais c'est à nous, en revanche, de mettre le curseur dessus. Donc c'est les sociétés entières qui sont pétries de coopération et quelques gens qui s'emploient à nous persuader du contraire. Quelque part, en fait, dans tous vos travaux et les gens que vous côtoyez, est-ce que voilà, vous connaissez des gens qui sont sollicités par le gouvernement, l'ADEME, etc., pour tirer parti de tout ce que vous étudiez, pour voir comment est-ce qu'on peut amener la société à concrétiser tous les enseignements que vous tirez? J'ai regardé de près les 4 scénarios de l'ADEME, il n'y en a aucun qui correspond à ce que j'étudie et ce qui existe déjà parce qu'en fait dans tous les scénarios de l'ADEME on maintient l'énergie nucléaire et voire même on l'augmente, c'est-à-dire qu'au mieux on stabilise mais certainement pas on démantèle. Donc déjà là il y a un parti pris tout à fait franco-français, très typique et qui fait que sur aucun des scénarios qui, de près ou de loin, ne correspond à ce que moi je vois sur le terrain. Donc déjà, il y a au point, et on a bien compris, c'est des institutions aussi qui veulent être des conseillères du prince. Et donc en France, on a cette spécificité-là, je le rappelle. Donc j'ai aucune espérance de pouvoir faire entendre ces expérimentations-là à un niveau gouvernemental dans un État nucléaire. Autre chose, c'est que pour avoir regardé aussi ce qui se passait sur le plateau du Larzac, c'était quand même une société foncière sur laquelle il y a une visibilité de plus d'une trentaine d'années, qui d'ailleurs, j'aimerais toujours que quelqu'un étudie très près ce cas-là dans son fonctionnement actuel, et pas simplement historique. Et nos gouvernants disent très clairement on ne veut pas de deuxième Larzac, donc il n'y aura pas avec la ZAD un statut foncier pour l'instant qui approche du 10e de ce que a été obtenu par le Larzac. Donc en fait on a véritablement pire que ça, c'est-à-dire sur des expérimentations sur lesquelles on a vraiment des preuves économiques, de viabilité, on a même agité des chiffres sectaires, des choses comme ça. Les États vont très très loin dans la poursuite d'alternatives. On voit bien donc que tout ça ne résiste pas à l'analyse et à l'observation. Et donc c'est justement pour cette raison que ces alternatives et les enquêtes, mais aussi bien les témoignages des personnes vivantes, mais nos enquêtes à nous, ne sont pas du tout prises en compte. Donc mon espérance n'est pas du tout à ce niveau-là. Au mieux municipal, je dirais, et puis quelques alliés, parce qu'il y en a, il faut les rappeler, dans toutes ces institutions qui nous lisent et qui tentent, d'une certaine manière, d'infléchir à la marge, de prévenir un peu à l'avance quand une forêt va être détruite par l'ONF, via les sous-traitants de l'ONF, etc. Donc là, il y a quand même plein de jeux d'alliance, mais qui sont très importants et qui sont à l'abri. Voilà. Du coup, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, c'est pour l'instant. Après, écrire des livres, parler dans des assistances comme celle-là, c'est évidemment tenter aussi que ce type d'expérimentation soit communicable dans des termes qui pourraient être remâchés au 25e par éventuellement une réforme. C'est vrai que je
j'ai parlé du fait que l'échelle territoriale c'était important pour étudier ces choses, mais je pense que c'est aussi important politiquement, pas simplement scientifiquement ou intellectuellement. C'est important politiquement parce qu'effectivement, un des d'autres observations que j'ai faites ces dernières années sur les mouvements sociaux notamment, et aussi sur les mouvements écologistes, et aussi sur la lutte contre les grands projets, etc., va dans le sens de l'idée qu'il y a beaucoup d'investissement des territoires dans les mouvements sociaux, beaucoup plus qu'avant. C'est vrai que ça aussi, mettons, l'échelle nationale est moins porteuse politiquement, moins investie que les échelles locales, et je ne parle pas du monde du travail. Donc, le but local, sur les questions de services publics qui sont des faits, sur les questions effectivement d'alimentation, voilà, sur les questions de santé, on l'a vu aussi pendant la crise du Covid. Il y a une activité collective, des actions collectives locales de plus en plus intenses, disons, depuis la crise financière de 2007, dans beaucoup de sociétés européennes et en France également, même si la France est vraiment un des pays où on le voit le moins, parce que
préférence absolue des cultures mixtes en associant tous les travailleurs italiens à un travailleur immigré. Ce qui est intéressant, c'est que, comme pour Lazare, M. le maire, M. Lucano, a été arrêté. Il a pris 12 ans de prison pour détournement de fonds, tout simplement parce qu'il a utilisé des moyens affectés, par exemple, à l'eau, pour faire créer un puits. Mais non, il aurait dû faire distribuer l'eau par une multinationale, parce que, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est très intéressant de comprendre que ces formes nouvelles, expérimentales, qui associent aussi un côté d'humanité très important, sont souvent coupées à la source. Aujourd'hui, il y a les procès en appel. L'Italie a parlé de ça, le monde entier a parlé de ces mers extraordinaires. C'était un exemple de partage de biens communs important qui a été complètement coupé. Aujourd'hui, beaucoup d'exemples cherchent, beaucoup de situations cherchent de prendre cet exemple, mais là, c'était dans une pensée méticuleuse de l'organisation du commun et des biens communs. C'était les deux aspects et qui fonctionnaient trop bien pour être acceptés et par les gouvernements et par les mafias différents, etc. Je voulais donc savoir quel rôle peut avoir et quel rôle vous constatez s'il y a présence des travailleurs étrangers dans ces formes d'utopie réelle. Je voudrais rajouter du coup une petite question, parce que il y a en projet justement de fonder l'ambassade de Riace dans ce type de, évidemment ce qui m'intéresse moi, ce type d'institution potentielle comme une ambassade de Riace. Quel rôle effectif ça peut avoir dans une utopie réelle? Sur la question effectivement de la place des migrants dans ce type d'expérience, je pense que là c'est difficile d'avoir des observations générales, mais je pense qu'en tout cas c'est un paramètre avec lequel on ne peut absolument pas ignorer aujourd'hui. Je note simplement que cette question en tout cas de l'accueil, de l'hospitalité, c'est une des questions assez centrales de tous ces lieux. Je aussi en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ces lieux, sans être des vitrines, sont des lieux où on reçoit, il y a des circulations, etc. C'est pas pareil qu'un accueil massif, qu'un accueil organisé comme celui que vous décrivez, mais ça c'est un premier point. Non, moi je voulais rebondir par rapport à votre exemple sur la criminalisation de cette expérience. C'est-à-dire que là on a parlé depuis le début de notre soirée un peu dans un monde un peu irénique, quoi. Tout ça c'est sympa, et on expérimente, et puis il y a des gens qui savent les voir, et puis d'autres qui ne les voient pas, il y a des gens qui ont envie de la joindre, et puis d'autres qui n'y vont pas, il y a des mères sympas, et puis il y a des mères pas sympas. Bon, d'accord. Mais en réalité, il y a aussi effectivement, il y a plus que ça. Il y a effectivement une hostilité qui peut aller jusqu'à la criminalisation des mouvements. On l'a vu évidemment avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais en réalité on le voit dans énormément d'expériences. Donc on est probablement dans un moment, il y a un rapport entre l'attraction qu'exerce, l'attraction toute relative, l'attraction toute minoritaire, mais l'attraction tout de même croissante dans la période des dernières années qu'exerce ce type d'engagement. Jean-Claude Moisessin, ce type de politisation, puisque même s'il n'est pas toujours question de politique, moi j'ai envie d'inclure ces objets comme des objets qui relèvent justement des études politiques. Il y a vraiment un rapport entre ça et effectivement des formes de criminalisation, c'est-à-dire que ça ne doit même pas exister. Ça fait partie justement du délit. Ça ne doit même pas exister, il ne doit pas y avoir de traces, etc. Donc il faut défaire. Donc effectivement, c'est des situations d'hostilité. Donc ça aussi, c'est un vieux débat. Les plus vieux d'entre nous, et j'en fais partie, effectivement, savent que dans l'histoire des socialistes, ce débat entre la dimension constructive et la dimension, disons, de lutte, entre le fait de préfigurer des choses, la préfiguration d'une vie meilleure et le combat,
l'échelle du corps de droit, bon, etc. Voilà. Que peut l'ambassade de Riaché dans tout ça? Eh ben, elle peut faire énormément de choses. Elle peut. Qu'est-ce que fait l'ambassade? Justement, elle a un ingénieur militaire. Elle peut avoir des armes. Elle peut lever de l'argent. Elle peut. Voilà, ce que peut faire une ambassade peut faire énormément de choses, je crois. C'est ce que font les ambassades d'État. C'est un peu doutable, mais je pense qu'une ambassade peut faire énormément de choses. Effectivement, quand une expérimentation est menacée, c'est souvent par des alliances extérieures, et plus lointaines possible, elle peut éventuellement être solidifiée. Je pense que la question des alliances et des alliances que une fonction diplomatique soit exercée, moi je trouve ça tout à fait intéressant. Je pense que c'est pas simplement quelque chose, c'est quelque chose qui peut avoir une fonction politique importante. Je te prends au mot. Oui, merci beaucoup pour cet exemple avant d'être sociologue des modes de vie écologiques, j'ai été sociologue de la police. Et donc, en fait, c'est très simple, il suffit de regarder les canons de la police pour comprendre comment dire, ce qui est absolument inventif et doit être détruit. Donc, c'est une histoire ininterrompue de répression. Et donc, cette répression, moi, typiquement, à partir du moment où la police s'attaque à la ZAD, c'est que c'est à la ZAD que ça se passe. C'est systématique, en fait, c'est très simple. Ça permet même d'évaluer le danger et la puissance aussi de l'alternative, puisque l'État va jusqu'à mobiliser toutes ses troupes. Et là, j'ai l'impression que ça parle fort, mais c'est pas... Et du coup, ça permet aussi d'interroger d'autres formes de répression qui sont aussi celles dont il est question ici, qui est la forme judiciaire. Et il y a aussi des répressions administratives. Il y a des gens dont on voit que tout d'un coup, ils n'ont pas leur permis de construire, on leur retire leur voiture, ils vont être radiés de leur profession, ils auront un contrôle fiscal complètement indu, etc., etc. Et donc, moi, j'aligne comme ça, dans les récits de vie recueillis, cette forme de répression administrative aussi, qui peut aller jusqu'au procès, des procès d'herboristes, pour exercice illégal de la médecine, tout est bon en fait, et on voit tout le système policier, judiciaire, administratif. Donc quand on cumule toutes ces formes de répression, on est au cœur de ce qui fait peur à nos États et doit être détruit. Et donc ça invite aussi à voir comment les gens s'organisent pour maintenir de façon puissante leurs propositions en dépit de cette répression. Et c'est là que la migration, les migrants se trouvent, eux, au cœur de toutes les répressions. C'est les premiers à être arrêtés, contrôlés, interdits de séjour, ils travaillent donc ils cumulent là, eux aussi, quand on voit ce qui se passe avec les migrants, on voit ce qui... Et donc c'est très intéressant d'observer qu'ils ne vont pas nécessairement aller dans des endroits où la police va déjà faire une grosse surveillance pour ne pas se rajouter un problème à leur problème. Et donc il y a un effet à la fois d'inhospitalité aussi de certaines alternatives qui ne prend pas en considération la particularité du statut de migrant et surtout quand il n'est pas légal, mais aussi de mise à distance par les migrants eux-mêmes de certaines alternatives parce qu'ils ne vont pas s'ajouter, comme je l'expliquais. Donc là, il y a une rencontre qui n'est pas simple et donc on ne va pas se leurrer. Les milieux d'alternatives sont très, très blancs, mais surtout mes terrains d'enquête, j'y ai vu des réseaux de soutien aux migrants, des accueils, des réseaux formels ou informels, donc des formes de résistance et de solidarité très fortes, et une attention particulière, une perspective décoloniale aussi, de forte conscience de la destruction coloniale du capitalisme, et qui donc invite à des relocalisations qui sont
sont pas un repli sur la population du cru qui serait née depuis toujours là, mais au contraire un accueil de toute personne, d'où qu'elle vienne, de quel qu'il soit, qui puisse justement retravailler ou travailler la matière d'une autre manière. Et donc là, quand on raisonne par lieu et non plus par personne issue de ce lieu depuis toujours, mais des gens qui se rattachent à un lieu d'où qu'ils viennent, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce village, ça laisse toute sa place au lien très fort entre migrants. Et je voudrais ajouter aussi, parmi les grands ressorts que je vois dans les trajectoires biographiques de bascule du côté des alternatives, il y a vraiment un point qui revient, qui est récurrent, c'est le voyage. Le voyage dans les pays du Sud, soit que les grands-parents aient vécu, ou les parents, ou que les gens aient vécu hors métropole, c'est un premier point, ou le voyage de traveler. Et les deux cumulés, ça fait que c'est en permanence un lien non occidentalement centré et de grande attention à ce qui se passe. Et donc ça prédispose aussi à accueillir les migrants. Disons des systèmes capitalistiques dans certains secteurs d'activité qui préhendent de la main-d'œuvre non qualifiée, en BTP ou dans les secteurs de la rémunération, la vague des migrants est welcome. J'ai entendu dire, on parlait effectivement de Riace, toi tu y étais, Christina, mais Madame Meloni, qui passe pas pour une gaucho écologiste, vous saurez, elle a déclaré en juin, alors qu'elle s'est présentée aux élections comme étant la grande restrictive de la vague d'immigration à contrôler, elle a dit l'Italie doit accueillir en 2 ans 2 millions d'immigrés. C'était en juin dernier. Volte-face. Alors effectivement, l'instrumentalisation d'une main-d'œuvre bon marché précarisée par le système capitalistique, même Guy Debord, dans les années 60, on avait relevé justement toutes les dérives. Ça, c'est un premier point, une première observation. Un deuxième point pour réagir à ce que vous aviez dit, Laurent, c'est effectivement, on assiste peut-être à un capitalisme crépusculaire depuis 30 ans avec le brevetage du vivant, sa financiarisation, on aura l'occasion de l'aborder le mois prochain, à une extension du capitalisable à des entités qui jusqu'à-là ne l'étaient pas. Notamment, on va parler de la biodiversité, de la nature, etc. Et en même temps, vous soulignez le poids critique, dans le bon sens du terme, de ce qui est peu évaluable en termes de monétisation, de financiarisation, c'est-à-dire dans la lignée de Marcel Mauss, l'économie du don. Marcel Mauss est un sociologue français qui, au début la fin du 19e et début du 20e, disait on parle toujours du capitalisme et de l'échange marchand, mais pour moi, ce qui est prépondérant dans le monde, de ce que j'observe, c'est la prépondérance des échanges informels. Selon l'économie du don, principe du don, du contre-don, donner et recevoir. Or, cette économie, on ne peut pas se la figurer en termes comptables dans la mesure où elle fait partie du domaine des échanges informels, erratiques et non monétisés. Georges Bataille, juste après, à la suite, a essayé d'approfondir cette économie sous la forme, dans la notion de dépense, dans un ouvrage, sous la forme d'un principe d'économie générale. Et c'est vrai qu'il faut l'avoir en tête, parce que par rapport à notre point de fixation sur ce capitalisme prédateur qui semble investir, faire en sorte que les citoyens, comme dit Marco, sont principalement perçus comme des clients, ça représente un poids écrasant. Sauf si on transforme un peu le cadre de notre imaginaire et qu'on imagine que l'ensemble, l'économie finalement la plus importante sur Terre, c'est l'économie invisible.